Bonjour, bienvenue à l'Espace des Arts de Chalon-sur-Saône pour un nouveau débat des élections municipales en direct sur France 3 Bourgogne. Tous les invités nous attendent là-haut sur le plateau. Il est temps de commencer. Nous continuons donc notre série de débats dans les grandes villes de Bourgogne. Nous sommes ce matin à Chalon-sur-Saône, dans la rotonde de l'Espace des Arts, un lieu emblématique de la ville, en partenariat avec le journal de Saône-et-Loire pour un débat avec les 4 candidats. Le maire socialiste de la ville, Christophe Sirugue, bonjour. Bonjour. Pour la droite, Gilles Platret, bonjour à vous. Bonjour. Pascal Dufrègne est le candidat d'Utt Ouvrière, bonjour. Bonjour. Pascal Dufrègne et Guylaine Launay, à la tête de liste du Front National, bonjour à vous. Bonjour monsieur. Et merci à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation. Et chez vous, vous pouvez réagir à ce débat. Vos réactions passeront à l'antenne sur notre site internet et sur le réseau Twitter avec les hashtags #LVEL Bourgogne et #F3 Bourgogne. Nous allons aborder avec Benoît Montagioni, mon camarade du journal de Saône-et-Loire, un certain nombre de points précis de la vie de Chalon-sur-Saône qui sont au cœur de la campagne. Nous allons aussi parler politique avec le contexte national. Mais d'abord, la ville elle-même, Chalon-sur-Saône, deuxième ville de Bourgogne. Dites-nous comment vous la voyez, ce que vous aimez, ce qui ne vous plaît pas, en commençant par le maire, Christophe Sirugue. Tout d'abord, bienvenue dans cette rotonde de l'Espace des Arts. C'est un haut lieu de la vie culturelle chalonnaise qui participe de son rayonnement. Le rayonnement de cette ville, c'est ça l'élément qui me paraît le plus important. Première ville du département, deuxième bassin économique de la région Bourgogne, en même temps une ville avec un cadre de vie assez exceptionnel, des atouts extraordinaires en termes de positionnement, et une ville qui sait dialoguer avec celles et ceux qui l'entourent, une ville qui joue un rôle moteur. Et donc, lorsque l'on est à Chalon-sur-Saône, on est d'abord dans une ville qui compte en Saône-et-Loire, qui compte en Bourgogne, et une ville qui entend bien continuer à se positionner sur ces enjeux-là. Gilles Platret, votre vision de la ville? C'est une ville qui a un atout majeur, c'est la vitalité de ses habitants. Lorsqu'on regarde la somme des initiatives qui souhaitent être prises ici, dans les associations, dans le monde sportif, dans le monde économique, en particulier le monde commerçant, on se rend compte qu'on a tout pour faire. Mais aujourd'hui, Chalon est confronté aussi à des soucis majeurs, à des verrous qu'il s'agit peut-être de faire sauter dans cette élection, qui brident les initiatives, qui empêchent de libérer les énergies. Et c'est tout l'enjeu de ce qui arrive aujourd'hui, de cette grande échéance démocratique qui s'annonce dans 15 jours, c'est faire en sorte que nous soyons en mesure d'offrir le moyen de libérer les énergies des Chalonnais. Pascal Dufrègne. Bonjour. Bonjour. Oui, je crois qu'on ne vit pas tout à fait dans la même ville. Moi, ça fait 2 mois que je fais campagne dans les quartiers populaires de Chalon. Et ce que profondément je ressens, c'est un vrai ras-le-bol de cette crise. Les choses ont empiré depuis la dernière élection municipale il y a 6 ans. Vous étiez candidat déjà. Où j'étais déjà candidat. Et le chômage continuait à faire de plus en plus, à mettre de plus en plus de travailleurs au chômeur et dans la misère. Et d'un côté, il y a ce gouvernement socialiste qui a été élu depuis 2 ans. Et je ressentis un vrai écœurement parmi les travailleurs que j'ai rencontrés dans les quartiers de ce gouvernement. Parce qu'en réalité, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il est dans le camp des patrons. Et moi, vraiment, quand on voit tous les gens qui sont dans le camp des bourgeois, c'est-à-dire de ces grandes entreprises qui vont voir le gouvernement pour demander des milliards, eh bien, eux, ils se font entendre du gouvernement. Eh bien, moi, je pense, et c'est le sens de ma présence, de notre candidature dans les municipales, c'est de faire entendre le camp des travailleurs. On va y venir, en particulier sur les entreprises. Guylaine Launay, votre vision de la ville? Eh bien, je suis surprise d'entendre une vision aussi idyllique de Chalon-sur-Saône. C'est vrai que sous le ciel bleu, avec un beau soleil, mais il faut voir dans les coulisses ce qui se passe. Et au niveau du bilan de la ville, au niveau comptable, les difficultés continuent à s'accumuler, il me semble. Et on essaye de maquiller les chiffres en transportant sur le Grand Chalon les difficultés que connaît la ville. Mais l'avenir n'est pas si rose que ce que les 2 candidats principaux peuvent nous présenter. On notera quand même que Gilles Platret ne l'avait pas décrit forcément si rose que ça. Une réponse, Christophe Sirugue. Gilles Platret dit qu'il faut libérer des énergies, ce qui voudrait dire qu'elles ne le sont pas. Je crois qu'on a la chance, en effet, d'avoir cette dynamique. Mais cette dynamique, elle n'est possible que si elle est soutenue. Or, en même temps, depuis des années d'ailleurs, et encore au cours des 6 années qui viennent de s'écouler, la participation qu'il y a pu y avoir entre
le tissu associatif, le tissu sportif, le tissu culturel et la municipalité a été particulièrement marqué. Nous avons inauguré il y a quelques mois de cela la Maison des associations avec une foule immense à cette occasion-là. Elle était, je crois, la meilleure démonstration de ce partenariat que nous avons incarné au cours de ces 6 années. Gilles Platret, vous étiez vous aussi candidat la dernière fois, mais c'était une mandature de droite qui était là précédemment. Quel diagnostic vous faites quand vous avez dit libérer les énergies? En précisant un petit peu, ce serait quoi? La question, c'est pas de savoir si c'est une mandature de droite ou de gauche. La question, c'est de savoir si on veut, pour les Chalonnais, mener une politique qui favorise l'expansion de la ville. La question était de savoir si votre position avait changé. Bien sûr, on est aujourd'hui sur le bilan, puisque nous sommes au terme d'un mandat. Il faut bien que nous parlions du bilan. Et ce bilan ne nous paraît pas favorable. Ce n'est pas le souhait de passer l'émission entière sur le bilan de M. Sirug. Les Chalonnais sont en capacité de s'en faire une idée. Et d'ailleurs, ils nous en parlent régulièrement quand nous les rencontrons, puisque nous avons lancé depuis 6 ans, et puis avec une accélération évidemment depuis 6 mois, une grande consultation pour saisir véritablement ce que pensent les gens. Et que pensent les Chalonnais aujourd'hui? Ils pensent que cette ville, qu'ils aiment profondément, comme nous l'aimons tous, que cette ville, elle est aujourd'hui bloquée sur le plan de la circulation, que cette ville, elle perd des emplois quotidiennement. Et je n'oublie pas, bien entendu, je n'oublie pas, celles et ceux qui sont aujourd'hui plongés dans le chômage. Je pense qu'il n'y a pas une seule famille de Chalon-sur-Saône qui ne soit pas directement ou indirectement plongée et concernée par le chômage. Bon. Donc quand je parle de libérer les énergies, c'est de partir de cette idée que les Chalonnais veulent agir, mais qu'il faut pour cela changer la politique qui leur est proposée. On va avancer un petit peu. Il y a eu le constat, il y a eu le diagnostic, on va dire, et puis vous allez nous proposer vos remèdes. Guylaine Launay, pour vous, comme un candidat à la présidence l'avait fait, moi président, vous, maire de Châlons, vous changez quoi? La fiscalité. Arrêtez de penser qu'on ne peut faire quelque chose dans une ville qu'avec de l'argent et en augmentant les impôts de ceux qui vivent et qui travaillent sur place. Toutes les initiatives que vous proposez demandent de l'argent en permanence. Et en permanence, il faut rajouter au pot. Les taxes foncières ont augmenté de 25% en 4 ans. C'est insupportable. Ce qui implique que vous limitez aussi les investissements de la ville ou le développement de la ville? Qu'est-ce que ça veut dire, les investissements qui sont de la poudre aux yeux, dans la mesure où les Chalonnais eux-mêmes vivent de façon difficile? Si c'est pour en mettre plein la vue au reste de la France ou se positionner par rapport à d'autres villes de même importance, c'est pas ce que recherchent les Chalonnais. Pascal Dufrègne. Bon, écoutez, ce que j'ai décrit tout à l'heure sur la situation des quartiers populaires, oui, c'est la crise. Et je crois que la bourgeoisie dans notre société n'a pas de solution. Ou tout au moins, elle en a une. C'est de la faire payer aux travailleurs. Donc, que proposez-vous? Eh bien, écoutez, déjà, il faut comprendre qu'il n'y a pas de solution dans le système actuel avec les solutions actuelles. Parce que les solutions actuelles qui ont été employées par le gouvernement de l'UMP, Sarkozy hier, ou aujourd'hui par François Hollande, c'est d'arroser à coups de milliards les patrons. Et tout le monde sait, dans les quartiers populaires où je suis passé, que ces solutions-là n'aboutissent à rien, à part enrichir encore un peu plus les patrons qui, eux, continuent à licencier. Eh bien, écoutez, j'ai une expérience personnelle dans cette ville, moi. Je suis un ancien ouvrier de Kodak. J'ai été à Châlons Photochimie. On a été licencié. On est allé voir M. Sirug. M. Patria est venu nous voir. On a même eu Sarkozy qui est passé nous serrer la main et nous souhaiter bonne continuation un an avant qu'on soit licencié. On a rencontré M. Montebourg. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti de tout ça? Eh bien, du blabla. Moi, la seule chose que je garde de cette période, c'est les solidarités ouvrières que j'ai eues avec mes camarades, c'est les luttes qu'on a menées, c'est la fierté qu'on a eue à les mener. Et profondément, eh bien, pour l'avenir, pour changer ça, je crois que la classe ouvrière, demain, refera irruption sur la scène politique, se fera entendre. Elle a une force incroyable et une force collective pour imposer des vrais changements. On est d'accord que dans cette campagne, Pascal Dufrègne, les mots d'ordre que vous portez sont nationaux et généraux, qu'il n'y a pas de point précis sur la ville de Châlons? Écoutez, les problèmes de Châlons sont les mêmes que de ceux de toutes les villes autour de nous. Il ne faut pas se raconter de blagues. Il n'y a pas de solution locale à tout ça. Il va falloir qu'à un moment donné, les travailleurs et qui profitent de ces élections pour faire entendre le camp des travailleurs. Christophe Sirug, vous avez exercé un premier mandat. Ce serait quoi, de façon générale, dans les grandes lignes, un deuxième mandat pour vous? Je crois que dans un contexte économique et social difficile, et tout le monde reconnaît qu'il est difficile, à Châlons comme ailleurs,
Le seul moyen de s'en sortir, c'est d'abord de rassembler. Rassembler les Chalonnais, rassembler les forces économiques, rassembler les forces sociales, porter ensemble, finalement, des orientations qui répondent aux enjeux. Les enjeux d'emploi qui sont développés sont des vrais enjeux importants. Personne ne peut penser sérieusement que c'est le maire qui crée les emplois ou les supprime. Mais créer les conditions du développement économique, c'est un enjeu important. Créer les conditions qui fassent que chacun puisse trouver sa place dans la ville, quel que soit son âge, quelles que soient ses conditions, c'est aussi un enjeu important, celui de l'école tout particulièrement. Créer les conditions des solidarités, créer les conditions du vivre ensemble, pour les personnes qui vieillissent, pour les personnes qui ont besoin de cette solidarité. Bref, trouver les supports qui font que, alors qu'on est dans une période difficile et qu'il est facile, bien évidemment, de ne prendre que les aspects négatifs, plutôt privilégier ce qui nous rassemble que ce qui nous divise, me semble être le seul élément moteur qui permette de faire que le mandat qui vienne soit un mandat qui poursuive le rayonnement de notre ville et le rayonnement, bien sûr, pour l'ensemble de ses habitants. Ça pourrait ressembler à ce que vous disiez, Gilles Platret, finalement. Oui, sauf que le rassemblement, ça ne doit pas être des mots, ça doit être des actes. Et on est bien sur le jugement d'un bilan et la projection dans l'avenir. La démarche que nous avons conduite, Isabelle Dechaume, Sébastien Martin, moi, l'ensemble de celles et ceux qui ont décidé de travailler à nos côtés pour changer la majorité municipale, c'est une démarche qui, d'abord et avant toute autre considération, veut redonner la parole aux Chalonnais. C'est-à-dire aller vers eux, les écouter. Nous aurons fait au total 26 réunions de quartier. Nous avons multiplié les cafés-débats. Nous sommes allés en porte-à-porte. Il n'y a pas un seul quartier, pas une seule rue qui n'aura été visitée pour que nous puissions entendre. Et le constat premier que nous faisons, c'est qu'à l'issue des 6 années qui viennent de s'écouler, les Chalonnais veulent reprendre la parole. Ils veulent reprendre la parole. Et c'est pourquoi l'un des objectifs majeurs, on parlera tout à l'heure d'emploi, on parlera de développement économique, on parlera de transport. L'un des objectifs majeurs, c'est que le maire de Chalon-sur-Saône soit un maire à plein temps qui s'occupe des électeurs et des électrices et de l'ensemble de la population. Parce que le premier travail d'un élu, c'est d'être au service de ceux qui l'ont nommé. Guylaine Launay, un peu plus, vous nous avez dit stop à la fiscalité. Oui. Pour vous, il y a d'autres grandes lignes importantes pour Chalon-sur-Saône ? Vous savez, c'est surprenant. De tenir votre micro, j'écoute les différents intervenants et je vous avouerai que je serais assez proche de M. Dufresne. Pas moi du tout. Mais je pourrais non pas parler des travailleurs simplement, mais d'élargir un peu les catégories qui souffrent et qui ont besoin d'autre chose, qui ont besoin d'une autre logique. Voilà, je voulais dire ça. C'est-à-dire, élargir, c'est-à-dire ? Il n'y a pas que les travailleurs, il y a les personnes âgées, il y a les familles, il y a toutes sortes de populations, toute la population qui habite à Chalon et qui n'a pas des conditions de vie extraordinaires dans des quartiers protégés. Travailleurs ou pas, ils souffrent et ont besoin d'autre chose. Une question précise concernant le Front National. Selon les villes, le positionnement des candidats du Front National n'est pas toujours le même par rapport, on va dire, à ce que sont les thèmes initiaux du Front National, en particulier sur l'immigration, sur la préférence nationale. Quelle est, vous, sur Chalon-sur-Saône, votre position sur ces thèmes-là ? Sur ce type de thèmes qui sont les fondements au départ du Front National, préférence nationale, limitation de l'immigration. Les problèmes se posent à Chalon comme partout pour le phénomène de l'immigration. Je pense qu'il suffit d'aller dans les quartiers, dans les grands ensembles pour s'apercevoir qu'il y a des tours complètes qui sont habitées par des personnes qui ne savent pas où elles sont. Elles sont restées dans leur tête d'où elles viennent. Elles ne parlent pas français. Elles sont là à être nourries, à être logées, mais elles ne font pas partie des populations qui peuvent se prendre en main et participer à la vie chalonnaise. Donc c'est un gros problème parce que c'est un poids lourd, c'est un poids dans les écoles, c'est un poids dans la vie communale, société. Pascal Dufresne, oui, vous aviez envie de réagir à la proposition de rapprochement. On entend des trucs comme ça. Écoutez, c'est méprisant pour les travailleurs. Moi, votre discours, vous savez, hein, à part diviser les travailleurs entre les Français et les immigrés d'un côté, et les travailleurs français entre les chômeurs, les feignants et ceux qui bossent, eh ben moi j'en ai marre. Laissez-moi finir, je ne vous ai pas coupé. Donc moi j'en ai marre d'entendre ce discours-là qui n'est que d'une division des travailleurs. Et je pense que voter Front National quand on est un ouvrier, bah, c'est se tirer une balle dans le pied. Parce que vous ne dites pas une chose, c'est que les vrais ennemis des travailleurs, ceux qui nous plongent dans la misère et dans la crise, c'est les patrons. Et ceux qui les aident à nous plonger dans cette misère,
c'est les politiciens du FN, du PS et de l'UMP. Vous dénoncez pas ça. Christophe Sirugue, moi j'avais noté ce que disait Gilles Plattret, qui était de donner la possibilité aux Chalonnais de reprendre la parole. Comment oui, vous sauf que c'est au cours de ce mandat que se sont développés les outils dits de démocratie participative. Le Conseil des sages, le Conseil municipal des jeunes, les conseils consultatifs locaux, les concertations sur les grands projets. J'entends bien que certains font beaucoup de réunions en ce moment. Pendant 6 ans, combien de réunions dans les quartiers? Aucune. Aucune. Donc à un moment, c'est bien de venir au moment de la période électorale, mais je pense qu'il faut, de ce point de vue, rappeler qu'il y a un travail régulier, en tout cas pour ce qui me concerne, tous les ans. Je suis retourné rendre compte du bilan de l'action municipale dans les quartiers. Je voudrais revenir, si vous me permettez, sur 2 choses. Premièrement, la question de l'équilibre démographique. Châlons est une ville qui est démographiquement équilibrée. Et le paysage que nous décrit Mme Launay est sans doute une vue depuis la Guiche, mais pas une vue depuis Chalon-sur-Saône. Cela étant, l'endroit où vous habitez, madame. Cela étant, ce que je voudrais dire, il y a des rumeurs qui circulent. On aurait passé des accords pour que 300 familles de Roms, une fois ce sont des Roms, c'est ce qu'on appelle la rumeur du 9-3 et on la trouve partout en France. Et on la trouve partout en France. Merci de le reconnaître. Je voulais en profiter pour démentir cette événement. Nevers y a été revenir sur une dernière chose, en début d'année. Si vous me le permettez. Je viens d'entendre M. Plattret nous dire qu'on allait débattre du développement économique, qu'on allait débattre des transports. J'espère qu'il n'a pas oublié que ce sont des compétences du Grand Châlons. Il nous explique dans le même temps qu'il veut être à 100% maire de Châlons, mais il nous explique qu'on va débattre, alors qu'il n'en a fait aucune proposition, de sujets qui relèvent du Grand Châlons. J'attends avec beaucoup d'intérêt de voir comment cela peut se concrétiser, puisque aucun projet sur le Grand Châlons n'a été porté par le candidat Plattret. On a prévu de parler du Grand Châlons, si on en a le temps. Une réponse, Gilles Plattret, bien sûr, avant de passer à des thèmes précis que vous avez évoqués, puisque vous nous avez déjà fait le programme de la suite de l'émission. C'est pas tant une réponse qu'un constat. Quand on nous dit que nous n'avons pas fait de réunion de quartier, et que dans le même temps, la personne qui nous dit ça a passé plus de la moitié de son temps en dehors de sa ville pendant 6 ans, a exercé des mandats certes très honorables, mais qui l'ont éloigné de la réalité du terrain, je pense qu'il y a là un fossé qui n'est pas conforme à la vérité. D'autre part, sur la question du développement économique et des transports, nous sommes aujourd'hui dans une échéance où on se positionne à la fois pour des compétences qui sont les compétences demeurées à la ville, et d'autres qui sont les compétences du Grand Châlons. Ne pas vouloir exercer, comme c'est mon cas, le cumul de tous les mandats, ne pas vouloir concentrer sur ma personne tous les pouvoirs à la ville, à l'agglomération et ailleurs, ça ne veut évidemment pas dire que le maire de Chalon-sur-Saône que je serai se désintéressera de ces questions. Et bien au contraire, nous les avons mises au cœur de notre campagne et c'est bien pourquoi il faut aujourd'hui répondre. Je sais bien que ce n'est pas très plaisant pour le maire sortant de parler de développement économique et de transport, puisque ce sont 2 des gros points noirs de son mandat. Mais néanmoins, on en parlera dans le cours de l'émission. Si vous me permettez une remarque, j'ai interrogé depuis des semaines sur le projet que vous portiez pour le Grand Châlons. J'ai interrogé depuis des semaines sur les responsabilités qui seraient réparties. Je vous ai entendu dire dans un premier temps que le président du Grand Châlons serait le maire d'une petite commune. J'ai lu ce matin dans la presse que vous expliquiez que vous vous répartissiez entre les 3, puisque vous avez tellement de mal à vous faire confiance que vous êtes obligé d'être 3 partout, que vous vous répartiriez les rôles entre vous. Dites aux Chalonnais, dites qui assume quelle responsabilité, dites quel projet vous portez pour le Grand Châlons. Vous ne pouvez pas en même temps dire je ne peux pas parler du Grand Châlons comme vous l'avez fait dans la presse en disant parce que je ne sais pas quelle sera la majorité donc on ne peut pas s'engager avant. Mais nous avons travaillé avec l'ensemble des équipes qui partagent notre sensibilité dans le Grand Châlons. Sauf que vous n'arrivez pas à travailler avec les autres. C'est ça la difficulté qui est la vôtre. Vous n'arrivez pas à travailler avec les autres. Écoutez, vous avez commencé. Je vous propose, avant qu'on rentre sur les thèmes concrets qu'on avait prévu d'aborder, qu'on continue sur l'intercommunalité, parce que je crois que c'est commencé. Et on sait que c'est un des nouveautés de ce scrutin, puisque les gens vont voter aussi pour la première fois avec un vrai fléchage pour les représentants à l'agglomération. On se souvient que Chalon-sur-Saône, ça a été un point chaud sur les intercommunalités, puisque le fonctionnement a été un petit peu chaotique à une époque, avec un choix très particulier du maire de la ville qui, lui, n'était pas président de l'agglomération, avec des relations un petit peu compliquées. Donc, ma question est pour vous d'abord, Gilles Plattret. Effectivement, quel choix vous ferez si vous êtes élu maire de Châlons? Celui de faire comme dans beaucoup de grandes villes, où le maire de la ville est aussi président de l'agglomération, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de compétences qui sont au niveau de l'agglo, ou est-ce que vous ferez un autre choix, comme ça a été fait dans le temps? Monsieur Mellet, je me permets juste de rectifier une partie de votre propos. Aujourd'hui, en France, 47% des agglomérations ne sont pas présidées par les maires de la ville-centre. Bon, j'aurais dû dire de Bourgogne. Regardez ce qui se passe en Saône-et-Loire. À Mâcon, la communauté
d'agglomération n'est pas présidée par le maire. Je viens de faire remarquer que la Camval est en guerre civile depuis un certain nombre d'années. d'années. La communauté urbaine si chère au cœur de M. Sirug n'est pas présidée par le maire de Monceau ou le maire du Creusot. Et je crois sincèrement, parce qu'on est aussi à un tournant démocratique dans cette élection. Regardons ce qui se passe à Châlons, mais regardons ce qui se passe aussi dans le reste de la France. La concentration des pouvoirs, c'est terminé. Un établissement public de coopération intercommunale, puisqu'on parle du Grand Châlons, ça n'est pas un établissement public de concentration de pouvoir. Et aujourd'hui, comment pouvoir dire, lorsqu'on est à la tête d'une liste à Chalon-sur-Saône, je serai le président du Grand Châlons. Mais on a oublié que dans cette intercommunalité... Mais est-ce que vous en auriez envie? Est-ce que vous pensez que ce serait plus efficace? Non, voilà, je ne le pense pas. Je pense que le partage du pouvoir, l'entente sur un projet de territoire est nécessaire. Mais pour qu'il y ait entente, il ne faut pas échafauder des plans de sensibilité politique. J'ai entendu le terme de sensibilité politique. Il faut qu'il y ait un accord sur un projet de territoire. Cet accord n'existe plus aujourd'hui. Il n'existe plus parce que dès qu'un maire d'une commune d'une taille inférieure à Chalon-sur-Saône a voulu émettre une opinion divergente dans le cours de ce mandat, il a été sabré. Le maire de Lue, qui était vice-président du Grand Châlons, a osé, dans son conseil municipal, voter contre une augmentation du prix de l'eau imposée par le Grand Châlons. On peut penser ce qu'on veut du fond du vote, mais on respecte le vote. Que s'est-il passé dans la semaine qui a suivi? M. Sirug l'a démissionné de ses fonctions de vice-président. Est-ce que c'est ainsi qu'on établit la confiance entre les communes? En tout cas, ça n'est évidemment pas comme ça, vous l'aurez compris, qu'on va aborder les choses. On va faire répondre Christophe Sirug parce qu'il y a un point précis. Oui, et puis bien sûr, Guylaine Launay. Je trouve assez cocasse que ce soit M. Platret qui me parle du rassemblement. Je rappelle que M. Platret a été élu à Saint-Désert. Ses amis lui ont demandé de quitter ses fonctions. Je rappelle que M. Platret a été président du Pays du Chalonnais. Ses amis lui ont demandé de quitter ses fonctions. Je rappelle que M. Platret a été membre de la communauté d'agglomération. Ses amis lui ont demandé de quitter ses fonctions. Je rappelle la lettre extraordinaire qu'il avait rédigée à cette époque. Il a été membre de l'UMP. On lui a demandé de bien vouloir sortir de l'UMP. Ils sont tellement dans le trio qu'ils ont constitué que j'ai là les articles de presse qui étaient diffusés, notamment par M. Guigues, sur ce qu'il pensait de M. Platret. Et il vient se présenter comme celui qui peut rassembler. Je constate pour moi que, en effet, si j'ai des mandats, c'est un moment parce que les électeurs me les ont confiés. Moi, je pense qu'il faut... les électeurs, M. Sirug. Un mandat, je ne vois pas qui, à part les électeurs, peuvent le confier. Ce n'est pas un mandat, je vous rappelle. Oui, mais très bien. Une fonction, c'est pas tout à fait la même chose. Quand même beaucoup de temps, sur le Grand Châlons, j'ai été élu avec un nombre de voix bien supérieur à ce qu'est l'équilibre politique habituel, et vous le savez très bien. Et même mieux que cela. Si aujourd'hui j'assume les fonctions au niveau du Pays du Chalonnais, c'est à la demande des présidents des communautés de communes qui, tous sauf un, sont de la sensibilité politique qui est la vôtre. Donc, s'il y en a un qui peut parler du rassemblement, s'il y en a un qui travaille au rapprochement avec la communauté urbaine, s'il y en a un qui travaille au rapprochement avec le Grand Dijon, parce que nous avons une métropole lyonnaise qui est en train de se constituer, parce que nous avons le Grand Paris qui est en train de se constituer et qu'il faut que l'on se structure, c'est bien moi. Tout votre parcours a été un parcours qui a montré que vous ne pouviez pas travailler avec les autres. Vous êtes mal placé pour donner ce genre de leçons. Je vais juste répondre, mais très brièvement, parce que Pascal Dufresne et Launay doivent si l'on veut se lancer dans le petit jeu des petites phrases, je rappellerai les relations extrêmement idylliques que vous avez avec un certain nombre des membres de votre parti politique, et en particulier votre successeur à la tête du Conseil général de Saône-et-Loire, qui depuis 2 mois dit sur tous les plateaux de télé et de radio qu'il a pris un département en quasi-faillite et au bord de la tutelle. Donc, Monsieur Sirug, sachez une chose, c'est qu'un homme politique, quel qu'il soit, quelles que soient ses opinions, sera jugé sur sa capacité à fédérer autour de lui. Ça vous ennuie évidemment que nous ayons fait l'union avec Isabelle Deschaumes, Sébastien Martin. Ça vous ennuie, je le sais bien, puisque c'était le principal argument que vous avez. Eh bien, ne vous en déplaise, cette union, elle est tenace. Elle marche sur le terrain, et d'ailleurs les Chalonnais ne s'y trompent pas, qui viennent nous voir si nombreux dans nos réunions. Expliquez quelles sont les responsabilités de chacun. Vous ne répondez pas aux questions que je vous ai posées là-dessus. Sur la question du Grand Châlons, je vais en dire un mot. Je me permets de vous couper parce que vous êtes très en avance tous les deux. Merci de respecter les règles, mais on va avancer sur d'autres thèmes. Guylaine Launay et Pascal Dufresne, quand même sur l'intercommunalité, c'est une des nouveautés de ces élections, oui. Guylaine. C'est une nouveauté, et en regardant un peu de plus près, on s'aperçoit que tout n'est pas réglé. Moi, je me pose la question des compétences et de Châlons et de l'intercommunalité. Que reste-t-il au conseil municipal de Châlons comme compétence par rapport au conseil du Grand Châlons? Tout ça est en train de se mettre en place, et je me demande si ces élections que nous vivons sont vraiment adaptées à cette nouvelle organisation qui est proposée pour toutes les communautés de communes. Je trouve ça très, très surprenant. Qu'est-ce qui vous surprend, mais concrètement? Parce que
de quoi est-on responsable au niveau du conseil municipal que nous allons élire? Je pense que le maire pourrait nous le dire. Mais... Voilà, toutes les prérogatives ont fondu par rapport aux prérogatives qui ont été dévolues au Grand Chalon. Donc ça, c'est très surprenant, je trouve. Et on élit sur le Grand Chalon, il va y avoir 35 élus de Chalon, le reste des autres communes. Toute cette répartition risque de poser des problèmes d'entente. Vraiment, voilà, je trouve ça assez compliqué. Pascal Dufresne. Bon, écoutez, moi je ne sais pas, intercommunalité ou pas, moi ce que je vois c'est que finalement on assiste à un combat de coq entre deux candidats, un qui est rentrant, l'autre peut-être sortant, je ne sais pas, ou l'inverse. Mais en tout cas, moi je pense que ça n'a pas passionné les travailleurs que j'ai rencontrés dans la campagne. Parce que en fait ces débats-là, ou cette politique que l'État a amenée en mettant en place les communautés d'agglo, ça sert à agiter tout un petit monde politique, mais en réalité ça sert surtout à cacher qu'on ne parle pas des principaux problèmes des travailleurs et de la guerre qui leur est menée par les patrons avec leur complicité, des uns et des autres. Eh ben, on va parler entreprise et emploi aussi. Et c'est le moment d'accueillir Benoît Montagioni, puisque nous sommes sur cette émission avec nos partenaires du Journal de Saône-et-Loire. Et Benoît vient nous rejoindre pour aborder un certain nombre de thèmes précis de la campagne. Alors, on a déjà commencé, on avait prévu... Bonjour Benoît. On avait prévu de parler intercommunalité avec vous aussi, mais... Ça a commencé, on a continué. On voulait aussi parler d'un thème qui agite la campagne à Châlons, les finances, les impôts. Oui, on va parler un peu d'argent, hein, puisque le mot de faillite, je l'ai entendu tout à l'heure de ce côté. Tutelle aussi, j'ai entendu. Tutelle, on l'a entendu également. On a vu qu'il y a plusieurs magazines récemment qui ont dit que la ville de Châlons avait des problèmes de dette notamment. Et on vous a entendu, M. Sirugue, donner un chiffre que vous appelez l'autofinancement. Moi, j'ai envie d'en prendre un autre. La capacité d'autofinancement net par habitant. Hein, on ne va pas être trop compliqué, mais en gros, vaut mieux être positif. On est à moins 25 par habitant à Châlons. On est à peu près à 78 pour la moyenne de la strate. Est-ce qu'on peut dire dès lors que la ville de Châlons est bien gérée au niveau financier? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de dette? D'abord, rappelez que j'entends ce discours sur la situation financière depuis 5 ans. Que depuis 5 ans, tous les ans, les comptes sont validés par l'État. Que depuis 5 ans, nous avons eu un rapport de la Chambre régionale des comptes débattu en novembre 2011 au Conseil municipal qui mentionne les éléments de satisfaction par rapport aux choix pris par la municipalité. Qui, depuis 5 ans, je le rappelle quand même, font que les banques nous prêtent. Nous ne faisons pas partie des collectivités qui ont eu de mal à lever leurs emprunts, puisque tous les emprunts inscrits au budget ont été levés à des taux qui sont parmi les plus bas qu'on ait jamais eu. Oui, mais la dette par habitant augmente. Mais non, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, parce que Châlons a perdu des habitants. Donc. Non, je ne suis pas d'accord avec cet élément-là. Je voudrais d'abord, sur l'autofinancement, celui que vous évoquez négatif. J'ai là le rapport de la Chambre régionale des comptes. Qui date de 2011. Qui date de 2011, on est bien d'accord. Qui dit la chose suivante. La capacité d'autofinancement net est également bien inférieure à celle de la strate sur toute la période. Il parle de 2004 à 2009. Là, hein. Et elle est même négative ou nulle en 2004, 2006, 2007 et 2008. C'est-à-dire que, historiquement, depuis de nombreuses années, la capacité de financement net est négative à Châlons. Elle était de moins 1,85 en 2008, elle est de moins 0,99 aujourd'hui. Je n'ai pas entendu tout au cours des années précédentes que cet élément de capacité d'autofinancement, de capacité d'autofinancement net était mis en cause. Mais si on intègre les excédents, parce que quand vous faites un équilibre budgétaire, vous intégrez les excédents et vous savez parfaitement cela. La situation que j'ai trouvée en 2008, c'était une capacité d'autofinancement à 450 000 euros. Elle est aujourd'hui à 3 200 000 euros. Et je redis que cette musique qui est finalement lancée par les uns et par les autres ne correspond pas à la situation financière de la ville. Je redis aussi que si elle était celle que chacun voudrait bien évoquer au cours de cette émission, alors nous n'aurions pas pu placer la situation dans laquelle nous nous trouvons financièrement, qui est aujourd'hui meilleure qu'elle n'était en 2008. Alors la question de la dette, M. Plattret, vous l'avez soulevée régulièrement dans vos réunions publiques. Vous avez aussi dit que vous ne voulez pas augmenter les impôts. Comment on peut s'attaquer à une dette, c'est ce que vous voulez faire, sans toucher à la fiscalité? Un mot d'abord sur la réalité de la situation financière de la ville. Elle est dans un état de dégradation avancée. Je veux bien que nous multiplions les chiffres. Je veux bien qu'on ne fasse pas confiance au leader de l'opposition que j'ai été pendant quelques années, à celui qui aujourd'hui, à la tête d'une liste, Tous pour Châlons, propose une autre politique, et notamment en matière budgétaire, mais qu'on regarde ailleurs les indicateurs qui nous sont donnés
par des personnalités extérieures. Des associations locales dont on a mis en cause le crédit, d'une manière d'ailleurs assez peu respectueuse de la loi de 1901. Ils sont un peu marqués politiquement. Elles ne sont pas marquées politiquement puisqu'elles sont régies par la loi de 1901. Composées de membres de l'UMP et d'anciens. Ce sont des associations de contribuables qui regroupent des gens de sensibilités différentes qui ont décidé de travailler sur les comptes. Mais qu'on ne les croit pas non plus si l'on veut. Qu'on regarde simplement les chiffres. Quand on vient se prévaloir dans la première partie du propos de M. Sirug, du rapport de la Chambre régionale des comptes qui date de 2011 sur la gestion, je l'ai aussi ici, sur la gestion qui courait jusqu'en 2009, en disant que ça va pas si mal que ça. C'était la première partie de son propos, après qu'il en ait eu extrait quelque chose qui l'arrangeait. Il oublie juste de dire quelque chose. C'est que depuis, l'endettement de la ville a explosé et celui du Grand Châlons avec. Alors aujourd'hui, oui, nous avons une capacité nette d'autofinancement qui est très dégradée. Elle est négative de plus d'1 million d'euros. C'est les 25 euros par habitant que vous citiez dans votre propos de présentation. Je voudrais juste dire... Et on complète la question de Benoît sur les impôts. Elle ne l'était pas avant. Si l'on ne veut pas nous croire, nous, qu'on regarde la presse, elle ne l'était pas qu'on avant. regarde le journal Saône-et-Loire d'il y a 3 jours, qui se fait écho du journal Les Échos, qui analyse les 36 000 communes de France, si l'on ne nous croit pas, qu'on regarde le magazine Capital qui décerne à M. Sirug une veste rouge en matière de gestion. Tout ça, ce sont des données qui ne viennent pas de nous. Ce sont des observateurs indépendants. Donc oui, les finances vont mal. Oui, nous avons une capacité d'autofinancement net négative. Oui, nous avons un endettement qui a explosé sur la durée du mandat avec une fiscalité qui a couru beaucoup trop vite. Donc oui, nous sommes obligés de jouer serré dans l'avenir. Mais vous qui voulez investir dans la ville, comment on fait alors je ne suis pas le seul, Dieu merci. Je ne suis pas seul, Dieu merci, à vouloir investir. Car on ne peut pas imaginer qu'une ville cesse ses investissements. Sauf si l'état de dégradation des finances devait amener le préfet à reprendre la main. Nous savons très bien que l'État, par les autorités préfectorales, ont commencé de tirer la sonnette d'alarme sur un certain nombre de dérives. Et vous savez pourquoi? Mais il n'y a pas de hasard. Ce sont les mêmes qui, de 2004 en 2008, ont mis le département de Saône-et-Loire en quasi-faillite, qui sont aux affaires à Chalon-sur-Saône depuis 2008. Les mêmes causes, les mêmes personnes ont produit les mêmes effets. On va faire répondre Christophe Sirug. On fait un petit... Le nombre d'années. Et ensuite, on fera répondre. Le nombre d'années nécessaires pour désendetter la ville. Si on devait rembourser le capital de la dette aujourd'hui. En 2008, ce nombre d'années était de 14,16 années. Aujourd'hui, ce nombre d'années est de 9,22 années. Donc à un moment, je veux bien en effet qu'on fasse dire ce que l'on veut aux chiffres. Mais pour aller en sens de ce que dit M. Platret, ce qui m'étonne, c'est puisque vous avez cette analyse de la ville, pourquoi vous n'avez jamais, pendant 5 ans, demandé aux autorités administratives de ce pays de faire le point sur la situation des financières? Vous ne l'avez jamais fait tout simplement parce qu'il n'y a pas les éléments pour cela. Et élément extraordinaire, vous dites la situation financière de la ville est catastrophique. Vous dites je n'augmenterai pas les impôts. Mais vous dites, dans votre document de campagne, que vous allez engager 10 millions d'euros d'investissement par an, c'est-à-dire plus que ce que nous-mêmes, nous allons mettre en place, puisque je me suis positionné sur 8 millions d'euros d'investissement par an. Donc, d'une chose ou l'autre. Où la situation financière est catastrophique, je ne vois pas comment vous annoncez 10 millions d'euros d'investissement sans augmenter les impôts. Où la situation financière est plus équilibrée que celle que vous mentionnez, et en effet, nous pouvons investir aux alentours de 8 millions d'euros par an. J'avance juste, Gilles Platret, on y reviendra peut-être, mais pour que Guylaine Launay et Pascal Dufrègne puissent s'exprimer. Vous avez commencé par les impôts, Guylaine Launay, tout à l'heure dans votre propos introducctif. Parce que je ne sais pas... Vous êtes toujours sur la même ligne, pas d'augmentation des impôts si non, vous mais je ne sais pas où vous trouvez vos chiffres. Moi, je vois... Tenez votre micro devant votre bouche. Je vois... en 2012, il y a eu des transferts de Châlons sur l'agglomération qui étaient jusque-là à peu près en équilibre. On se retrouve, en tous les cas en 2007, c'était à peu près en équilibre. Et on se retrouve en 2012 avec des dépenses de personnel qui ont grandi de 2,7 qui ont augmenté de près de 3 fois. Il y avait 9 millions, plus de 9 millions en 2007. Là, on en est à 27 millions. La dette sur le Grand Châlons est passée de plus de 22 millions à 62 millions. Je ne sais pas, ces chiffres sont issus de la Chambre régionale des comptes. Donc je ne vois pas où vous trouvez une amélioration de la situation. Alors, juste un mot de Christophe Sirug sur ces chiffres, et Pascal Dufrègne répond, mais parce que je vous ai vu tiquer, donc il faut Oui, mais il y a 2 éléments qui paraissent extraordinaires.
Bien évidemment, madame, que lorsque l'on transfère les compétences, on transfère aussi les personnels. Donc il est assez logique que les personnels qui étaient avant des personnels villes deviennent des personnels Grand Chalon. Et vous devriez d'ailleurs, puisque vous prétendez défendre les contribuables chalonnais, plutôt considérer que c'est une bonne chose que nous ayons enfin, nous, fait partager des charges de centralité, c'est-à-dire des choses qui jusqu'alors étaient utilisées par tout le monde mais payées exclusivement par les contribuables chalonnais, que nous les ayons fait partager par l'ensemble des contribuables du Grand Chalon. Sur la dette du Grand Chalon, alors, de ce point de vue-là, également, je rappelle quelques éléments de transfert de compétences. Ce n'est pas simplement la ville de Châlons qui a transféré des compétences au Grand Chalon. C'est l'ensemble des 39 communes de l'époque qui ont transféré des compétences. Donc, comparer l'endettement du Grand Chalon avec l'endettement de la ville, c'est ignorer 38 autres communes qui, notamment sur des enjeux aussi forts que l'eau, l'assainissement, ont transféré des emprunts. Donc, à un moment, il faut creuser un peu les dossiers, les connaître, avant que de n'afficher que des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité de la situation. Pascal Dufresne, un mot sur la dimension fiscale, le ras-le-bol fiscal, la difficulté pour les gens justement modestes. Justement, je n'entends pas le même discours dans les quartiers, encore une fois, hein, parce que les travailleurs, eux, ils ont le sentiment de payer de plus en plus, toujours plus. Que ce soit sur les impôts locaux, les impôts sur le revenu, les loyers qui augmentent, l'électricité, la TVA, qui est l'impôt le plus injuste et qui frappe le riche et le pauvre de la même façon, tous ces éléments-là sont orchestrés, pas forcément localement, et sont orchestrés par le gouvernement socialiste, comme je le disais tout à l'heure, pour arroser à coups de milliards les patrons et faire payer la dette et la crise aux travailleurs. Alors effectivement, moi je pense que si on continue à chercher des solutions budgétaires, à causer, à s'engueuler sur tel budget là-dessus, derrière toutes ces dettes de la mairie, c'est des cadeaux aux entreprises locales ou à des entreprises plus grosses. C'est la même politique qui est faite nationalement, qui est reprise localement. Et moi, je me dis que si on veut s'en sortir, nous les ouvriers, si on veut arrêter de payer, il faudra bien qu'on trouve une solution pour faire payer la bourgeoisie. Alors, vous avez prononcé un mot, vous avez parlé de cadeaux aux entreprises, et ça peut nous amener, Benoît, sur ce qu'on avait prévu de parler pour la suite. Un mot, si vous le permettez, juste sur la question de l'investissement. Vous n'arrêterez pas sur les impôts. Sur la question de l'investissement, pour ne pas monopoliser le débat sur les aspects budgétaires, dont j'entends bien qu'ils sont un peu arides. Mais quand on a des périmètres de chiffres qui changent à chaque discours, évidemment, c'est un peu difficile pour les citoyens de se repérer. Nous avons dit que nous souhaitions geler l'évolution des taux parce qu'ils ont augmenté trop vite et trop fort dans la durée du mandat et que continuer d'augmenter les taux d'imposition, c'est fait perdre de l'attractivité à notre territoire. On a aussi des problèmes démographiques qui sont liés en partie, soit que les gens aient quitté ce territoire, soit qu'ils aient du mal à y investir parce que la pression fiscale est très forte. Sur la question des investissements, nous avons chiffré dans notre projet, Tous pour Châlons, un niveau raisonnable à 10 millions d'euros par an. Dans le précédent mandat, la moyenne était de 13 millions d'euros par an. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est reconnu. Nous partageons ce constat puisque ça a été annoncé comme un élément de votre bilan par vous-même. Mais là où nous sommes évidemment dans une optique différente, nous ne déduisons pas de notre niveau d'investissement les subventions reçues. Monsieur Sirugue fait une soustraction, ce qui est incroyable en matière budgétaire, ça n'existe pas. Il nous dit, je vais faire 7-8 millions d'euros d'investissement en déduisant les aides que je recevrai. Mais où avez-vous entendu ça ? Mais dans votre programme. Mais où avez-vous entendu ça ? Ah mais non, alors je vous demande de me montrer à quel endroit. Dans votre programme. Montrez-le-moi. Donc en l'occurrence, montrez-le-moi. si vous me permettez, à quel endroit ? ne vous énervez pas, monsieur Sirugue. Laissons les énervements au vestiaire à quel et endroit ? essayons de débattre. À quel endroit ? Donc on est, grosso modo, je pense, si on rajoute les 3,5 millions de subventions en moyenne qu'on a touché en investissement sur ce mandat, sur le même niveau. Mais la différence supplémentaire, c'est que nous avons élaboré un plan d'économie en matière de fonctionnement sans toucher aux services publics, qui nous permet d'avoir des perspectives de dégagement d'économie de l'ordre d'1 million d'euros. Et évidemment, on sait très bien que nous ne sommes plus à l'ère des grandes promesses. Nous sommes à l'ère de l'amélioration du quotidien des gens. Et c'est ça la base de notre projet. Et c'est pourquoi nous parviendrons à réaliser, bien évidemment. Permettez-moi juste un mot. On se met d'accord. Christophe Sirugue répond là-dessus et on passe au chapitre suivant. Non mais attendez, à un moment, je ne peux pas laisser dire des choses qui ne sont pas dans le projet. Il a été distribué à tous les habitants, c'était facile à vérifier. Cela étant, nous avons inscrit 10,8 millions d'euros d'investissement dans le budget 2014. 10,8 millions d'euros. Nous considérons que pour les années qui viennent, il faut descendre à 8 millions d'euros. Nonobstant la question des subventions, on n'a jamais inscrit des investissements en tenant compte des subventions. D'ailleurs, ce serait très imprudent à l'époque où on sait que les subventions risquent de baisser. Donc, on est bien clair, vous en inscrivez 10. C'est ce que vous avez écrit dans votre projet. Très bien. Deuxième élément sur lequel je voudrais revenir. Les économies que vous annoncez. 1 million d'euros, j'ai vu dans votre document. Et vous mettez dedans,
On va gagner sur les indemnités d'élus. Je vous rappelle que c'est nous qui avons baissé dès 2008 les indemnités des élus, alors que nous n'y étions pas obligés. Je vous rappelle qu'un maire à plein temps coûtera forcément beaucoup plus cher que moi-même, puisque je suis écrété. Je le rappelle, je suis écrété. Ça, je ne vous laisserai pas dire des Je le choses. rappelle, je suis écrété. Et on parlera Un parlementaire est écrété. Monsieur Donc, sur le budget de la ville, sur le budget de la ville, car je pense suis prêt que là-dessus. vous êtes éloigné des réalités quotidiennes des gens, parce que quand on touche des sommes comme les vôtres, on ne peut pas. On ne peut pas. Je on comprends ne peut bien pas que je dire vous ai agacé qu'on est encore là-dessus. dans le quotidien Sur des les gens. autres économies, On vous nous plaint, parle monsieur Cyril. sur les autres économies. On nous parle du journal municipal. Je voudrais quand même rappeler que nous avons fait, nous, en faisant travailler ensemble le journal du Grand Chalon et le journal municipal, en les distribuant en même temps, nous avons fait une économie de 210 000 € dessus. Vous aurez beau travailler sur les indemnités, vous aurez beau travailler sur ces éléments-là, vous ne ferez pas 1 million d'euros d'économie, vous les ferez. Vous les ferez si vous supprimez des services. Bien sûr que non. Et ce que vous ne voulez pas dire, c'est comment vous faites pour, dans une situation financière catastrophique, sans augmenter les impôts, en ayant 10 millions d'euros d'investissement, comment vous faites pour boucler le budget si vous ne diminuez pas les services publics? Vous mentez aux Chalonnais sur ce point de vue-là, parce que vous avez en tête, d'ailleurs, j'ai vu sur la page Facebook de l'un de vos colistiers, Monsieur Guigues, tout le bien qu'il pensait du personnel municipal, avec une vidéo qu'il a diffusée dans laquelle il se plaint du bruit des personnels qui nettoient la rue le matin à 5 h après le carnaval. Si c'est ça l'image que vous avez des services publics, on a du travail à faire. Je me permets de vous couper parce que sinon on ne parlera pas non plus de la circulation. Il vient de se dire quelque chose de grave, monsieur Mollet. Vous ne répondrez pas et les deux autres candidats ne Je vais en répondront dire pas. un mot. Le personnel municipal aujourd'hui est maltraité dans cette collectivité. Oui. En 3 mois, 2 tentatives de suicide, monsieur Sirug, parce que votre directeur général des services, en votre nom, met une politique de ressources humaines inadaptée et vraiment désagréable pour l'ensemble des agents. Et vous venez nous dire aujourd'hui que nous ne soutenons pas le personnel municipal quand je reçois dans mon bureau des personnels qui viennent, qui sont à bout parce qu'ils ont été managés d'une façon aussi dure et inhumaine. Mais non, nous respectons le personnel municipal. Monsieur Platret, quand on ne connaît pas la situation personnelle des 2 personnes que vous avez mentionnées, pour les avoir rencontrés, monsieur Sirug. Moi, j'ai la lettre qu'une des personnes m'a envoyée. Je ne vais bien évidemment pas la diffuser. Une des 2 qui a eu les difficultés que vous mentionnez et qui dit j'ai été particulièrement et elle dit dans cette lettre comment elle a été particulièrement bien reçue par le directeur général des services. Donc ne dites pas l'inverse au risque à un moment cette lettre est très claire. Cela étant sur les agents, qu'on avance. La déprécarisation, c'est nous. La mise en place du régime indemnitaire, c'est nous. Le travail sur les avantages sociaux, c'est nous. Et je rappelle que quand je suis arrivé, il y avait une lettre de la préfecture, parce que celle-là, il y en avait une, qui dénonçait la précarité des personnels qui avait été faite par la majorité précédente. Je vous propose qu'on avance. Il nous reste 12 minutes avant midi. Ça s'appelle une politique de clientélisme. Non, c'est défendre. Attendez, madame, vous aspirez, vous aspirez à être maire de Chalon-sur-Saône et vous ne vous préoccupez pas des agents de la collectivité. Et c'est du clientélisme que de s'occuper quand on est employeur. Pas seulement. Non, pas seulement, bien évidemment. Il nous reste 12 minutes avant les informations de midi. On a passé beaucoup de temps sur la partie fiscale. On croit comprendre qu'elle est importante dans cette campagne. On avait prévu de parler à la fois de l'attractivité des entreprises, mais aussi de la vie quotidienne des Chalonnais et de la circulation. Moi, je voudrais quand même peut-être qu'on avance et qu'on se pose la question effectivement de la vie quotidienne des Chalonnais, parce qu'il semble que ce soit important dans cette campagne aussi. On parle beaucoup à Chalon de transport, de bus, Benoît. De circulation, c'est vrai qu'il y a la question de ce qu'on appelle le flash, c'est le bus de Chalon, et du plan de circulation qui est lié. J'ai envie de poser la question à Guylaine Launay, qui est finalement la seule candidate qui n'habite pas Chalon. Avez-vous eu du mal à vous garer, puisqu'il paraît que c'est très compliqué à Chalon de se garer, de circuler à certaines heures? Alors, aujourd'hui, samedi matin, pas trop. Mais lorsque je viens pour faire mes courses dans Chalon même, j'avoue que je tourne beaucoup et que je pense que pour venir de la place de Beaune à la gare, il vaut mieux venir à pied parce que la circulation est insupportable. On fait des détours, on laisse la place. Enfin, c'est effectivement très difficile de se retrouver dans le centre de Chalon. Vraiment, je le vis à chaque fois que je viens. Et c'est extrêmement dissuasif pour toutes les personnes qui viennent pour faire leurs courses à Chalon et qui, du coup, vont se diriger dans la périphérie et vont aller alimenter ces grandes zones commerciales qui ne profitent qu'à des grands groupes. Et pas vraiment les commerces à Chalon. Il y a eu 30% de baisse
sur ces dernières années. Et il faut voir les boutiques fermées, c'est extrêmement grave. Parce que Pascal Dufresne, vous on la organise ressentez, peut-être la ville pour des bobos, je ne sais pas. Je voudrais tout d'abord revenir sur la question précédente, parce que le développement du territoire, c'est un des grands sujets que j'ai pu lire dans les plaquettes des deux candidats. Et pour moi, c'est encore la même politique qui va consister, que ce soit l'un qui soit élu ou que ce soit l'autre, à donner l'argent public à toutes ces entreprises locales et nationales. Ça sera toujours la même politique qu'au niveau national. Continuer à arroser les patrons, à leur donner l'argent public. Et derrière, tout le monde le sait que ça ne crée pas d'emploi. Il ne faut pas faire venir Amazon, par exemple ? Tout le monde le sait que ça ne crée pas d'emploi. Amazon, c'est en concurrence entre Beaune et ici. Vous savez, moi, je viens de Kodak. Kodak, ils ont touché énormément de subventions pour venir ici. Puis j'ai été licencié. Et puis il y en a d'autres. Il y a 2 fours à Saint-Gobain qui ont été payés par l'ancienne mairie. Et on n'arrête pas. Et ben moi je dis qu'il y en a marre de ça, marre de cette politique qui va être mise en œuvre aujourd'hui par le gouvernement socialiste et relayée par Christophe Sirugue à Châlons et demain peut-être par Gilles Platré. Il y en a marre de ça. Ça ne marche pas, ces solutions-là. Alors, on avance aussi sur notre sujet. Un des choix qui a été fait à Châlons, en particulier sur la circulation et sur l'aménagement, c'est le choix d'un bus à haut niveau de rendement et de vitesse qui s'adresse aussi aux catégories populaires qui n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer. Est-ce que de votre point de vue, dans le positionnement que vous avez politiquement dans ce débat, ça vous semble important ? Je finis juste avant, excusez-moi. Ah bah... Moi, bon, écoutez, on s'en va, on vous laisse finir. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de blabla là-dedans et que pour lutter contre le chômage, puisqu'on parle d'emploi, il faudrait peut-être déjà commencer par l'interdire. C'est pour ça que Lutte ouvrière, on met en avant une mesure qui devrait être imposée par les luttes des travailleurs, c'est l'interdiction des licenciements. Ça, les autres candidats ne le disent pas. Et tant qu'ils ne diront pas qu'avant, pour lutter pour l'emploi, il faut déjà l'interdire, il faut déjà empêcher les patrons de nuire, il faut déjà empêcher l'hémorragie. Ça, c'est ce que je voulais conclure. Et pour revenir sur la circulation, effectivement, vous savez, moi je travaille à la SNCF et on le voit que ça se dégrade. Tous les transports, on voit que ça se dégrade, le transport public. On voit que les services publics se dégradent. Pourquoi ? Eh bien parce qu'encore une fois, il faut payer cette dette au niveau de l'État. Et ils imposent aux villes des restrictions dans tous les domaines. L'État, l'hôpital de Châlons, il y a de moins en moins d'effectifs. Pourquoi on n'en parle pas ? C'est des problèmes nationaux. Les vrais problèmes des travailleurs de cette ville ne sont que des problèmes nationaux. Il n'y a rien de local dans les problèmes essentiels des travailleurs. Et ça, il faut bien le dire. Gilles Platré. Circulation. Vous avez beaucoup insisté dans l'avant-campagne, on va dire, sur les accidents, la circulation. On a une vraie problématique liée à la circulation dans cette ville. On est parti, je pense, de sentiments qui pouvaient être louables, et notamment la diversification et l'augmentation de l'offre de transport en commun. Personne n'est opposé au développement des transports en commun. Je pense qu'on peut, sur ce plan-là, trouver un consensus. Mais nous sommes évidemment en opposition directe avec ce qui a été fait, parce que sur certains secteurs de la ville, on n'a pas joué la complémentarité des offres de transport. On a joué le bus contre la voiture. Et c'est bien ce que nous regrettons. Le flash, aujourd'hui, est un objet de discorde sur la scène politique chalonnaise, mais il suffit d'écouter les Chalonnais. On n'a rien inventé. Il suffit de les interroger sur leurs difficultés d'accéder au centre-ville. La première, la deuxième couronne, mais les Chalonnais dans les quartiers ont du mal à venir également lorsqu'ils veulent venir faire leurs courses. Donc, s'ils prennent le bus. Sauf s'ils prennent le bus, mais tout le monde ne prend pas le bus. Il y a encore des voitures dans ce pays. Je pense que la voiture, contrairement à ce qu'on nous dit, a un avenir devant elle. Ces modes de consommation deviendront sans doute de plus en plus verts, mais elle existe. Et aujourd'hui, on ne va pas demander aux ménages de se séparer de leur voiture. Donc on a aujourd'hui une vraie problématique de circulation sur Chalon-sur-Saône, qui est une problématique qui finalement interroge l'attractivité de la ville. Quand vous ne pouvez plus avoir une circulation fluide sur votre centre-ville, quand vous avez des axes qui sont essentiellement accidentogènes, et je pense à la Rocade parce qu'on a fait des expérimentations dont on n'a pas voulu reconnaître l'erreur à un moment donné, ce qui précipite le nombre d'accidents sur cet axe, quand vous avez des commerces qui, depuis la mise en place de cette ligne de bus à haut niveau de service, connaissent des chiffres d'affaires, des baisses de chiffre d'affaires de l'ordre de 25, 30, 40%. Alors oui, il y a un problème de circulation. Et ce que nous proposons, une fois le constat fait, c'est de travailler dans les 6 mois qui suivent l'élection à la fluidification des grands axes qui posent le plus de problèmes dans cette ville. Christophe Sirugue, 2 questions. Est-ce qu'il y a des problèmes de circulation à Châlons? Et pourquoi avez-vous renoncé à la ligne 2 du Flash qui devait faire Saint-Marcel-Champforgeuil? Alors, d'abord, comme toutes les villes,
on s'est interrogé sur les nouveaux équilibres qui doivent exister entre les transports en commun, la voiture, les piétons, les vélos. Comme toutes les villes, on a essayé de trouver le meilleur système. Les grandes font des métros, les grandes font des tramways. Nous avons bien évidemment pris le principe d'un bus. Est-ce que cela perturbe les habitudes de déplacement? Bien évidemment. Je rappelle que le plan de circulation de Châlons datait de 1962 et que depuis, il y avait eu des évolutions, ne serait-ce qu'en nombre de voitures dans la ville. Est-ce qu'on veut évacuer la voiture? Mais pas du tout. On veut simplement rééquilibrer les choses. Alors, est-ce qu'il y a encore des difficultés de circulation? Oui, nous avons, et je l'ai déjà dit, quelques points sur lesquels il nous faut continuer à travailler. Et d'ailleurs, les services continuent à travailler aujourd'hui. La rocade, entre ce qu'elle a été lorsque nous l'avons transformée et aujourd'hui, il y a à l'évidence aujourd'hui beaucoup moins de difficultés. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. On a un carrefour qui mérite d'être regardé de près, qui est celui de l'avenue de Paris et de la Rocade. Mais pour le reste, la fluidité y est aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs le commissaire de police qui le déclarait il n'y a pas si longtemps que cela. Mais nous continuons à avoir des endroits où il y a des concentrations. Vers la place de Beaune de difficultés, vers la place de Beaune, vers le secteur de la Colombière. Et les services continuent à travailler là-dessus. Est-ce que pour autant, il faut remettre en cause le flash que M. Platret n'a jamais voté? Donc quand il dit on est d'accord, c'est pas vrai, il ne l'a jamais voté. Le flash, quand nous l'avons mis en place sur cette ligne, il y avait 3200 voyageurs jour. Il y en a 5700 aujourd'hui. Donc ça veut dire que ça a bien trouvé son public. Et qu'il y a peut-être des gens qui n'utiliseront jamais le bus, en tout cas ils le pensent aujourd'hui. Et puis d'autres pour qui nous avons besoin de développer ces transports. Mais vous avez enterré le projet numéro 2. Alors sur le projet numéro 2, nous avons inscrit une étude. L'étude nous montre aujourd'hui qu'entre le trajet, c'est-à-dire, vous l'avez dit, depuis Champforgeux jusqu'à Saint-Marcel, et le gain potentiel de clients nouveaux sur la ligne, il semble déraisonnable d'inscrire cet élément-là. Donc, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas dit dernièrement, je l'ai dit déjà depuis plusieurs semaines, je l'ai même dit à la première réunion publique que j'ai faite, c'était le 13 février à Boussicot. Nous ne ferons pas Flash 2, mais nous continuerons à améliorer le réseau de transport en commun parce que nous en avons véritablement besoin et nous avons besoin de l'étoffer. Gilles Platret, qu'est-ce que vous voulez changer sur ce flash? Il existe, il est là? Le flash est là, on ne va pas revendre les machines, on veut simplement qu'on arrête de jouer le bus contre la voiture. Ça veut dire que pour les secteurs où il y a une difficulté, il faudra que la voiture puisse reprendre un peu plus de place par rapport au bus. Ce qui veut évidemment bien dire que le bus est conservé. Maintenant, j'aimerais quand même revenir sur cette question du flash 2. Le Conseil communautaire du 20 juin de l'année dernière a voté une délibération dans laquelle il est dit, dans la continuité de sa politique de déplacement et fort du succès du flash, le Grand Châlons souhaite réaliser une seconde ligne. Donc je veux bien que le thème étant essentiellement impopulaire aujourd'hui, on nous dise, sans qu'il y ait eu aucune délibération du Grand Châlons d'ailleurs pour entériner cette position, qu'on nous dise aujourd'hui que la ligne est enterrée. Simplement, je voudrais aussi qu'on ne touche pas aux conditions de circulation sur le pont Jean-Richard. Et vous savez très bien que cette affaire est encore à l'étude aujourd'hui. Donc ce que nous souhaitons, nous l'avons dit dès le départ, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y aura pas de ligne numéro 2. Nous adapterons la ligne numéro 1 pour qu'elle ne soit pas en obstruction frontale avec la circulation automobile, de sorte que nous puissions fluidifier la circulation sur le centre et permettre de donner un signal fort à l'extérieur pour que les gens puissent revenir. Il y a des places de stationnement dans la ville, il y en a qui sont sous-exploitées en souterrain. On a aussi quelques projets en matière de signalétique, de fléchage et d'indication aux entrées de ville en temps réel du nombre de places disponibles dans les parkings de la ville. Il faudra évidemment repenser les relations avec la société Q-Park si l'on veut que les tarifs soient plus attractifs. Mais en l'état actuel des choses, la nécessité absolue, c'est d'agir vite et bien sur cette affaire parce qu'il y en va de l'attractivité de tout Châlons. Pascal Dufresne, mais alors 20 secondes, et puis Christophe Sirugue, il nous reste une minute d'émission. Quand on parle de tout ça, derrière, ça va être des choses nouvelles construites, dont des impôts nouveaux pour les Chalonnais, ça va être des choses à payer. Et on ne parle surtout pas, et ça personne n'en parle, personne ne le dit, que tous ces contrats, c'est des marchés juteux pour les entreprises locales ou les entreprises publiques. Et il faudra bien que nous, après, on les paye, nous, les ouvriers. Et on ne nous demande pas notre avis là-dessus. Monsieur Dufresne, les contrats, c'est aussi des emplois, ne l'oublions pas. On ne parle pas forcément de cet investissement-là, mais vous êtes bien d'accord que l'activité économique est quand même intéressante. Ça, c'est du baratin. C'est du baratin. C'est du concret. Les mêmes solutions sont employées par la droite et la gauche depuis 30 ans. C'est toujours de nous dire qu'en faisant ce genre de choses, ça va créer de l'emploi. Non, si ça
Monsieur créer Dufresne, de Christophe Sirugue, l'attractivité il reste 20 secondes, économique, il doit Monsieur répondre. Dufresne, Ça avait vous marché conviendrez sur que la presse, on peut tomber d'accord S'il sur vous ce plaît, point. on va enrichir Créer de les patrons. l'attractivité, S'il vous plaît. que ça créer de fait. l'attractivité S'il vous plaît. économique, c'est quand même le meilleur moyen de créer de l'emploi. C'est le Monsieur journal Dufresne. dans parce 8 que, secondes. Monsieur oui, Dufresne. juste un mot, Voilà. parlant du pont Jean-Richard, dans votre journal, vous proposiez de faire le pont Jean-Richard dans un sens et le pont Saint-Laurent dans l'autre. C'est vous qui le proposiez dans votre journal. je suis obligé de vous couper. Donc, ce n'est pas nous qui avons, C'était C'est simplement l'heure une du qui avons journal évoqué de cette midi. situation-là. Vous l'avez écrit ici. Sur un couloir Vous l'avez écrit ici. Sans quoi vous Vous porteriez l'avez, atteinte encore vous plus avez fait mieux. Je vous coupe, avez fait mieux. on reprendra C'est après le ici. journal de midi, messieurs, s'il vous plaît. À la circulation. Il est ici. midi, 20 secondes, on va se faire disputer par la rédaction de Dijon, c'est l'heure du journal, on se retrouve juste après.